Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du défi J'envoie. Aujourd'hui, la thématique, malheureusement, vous la connaissez un petit peu plus parce que j'ai partagé avec vous sur les réseaux sociaux mon besoin justement d'avoir des sujets qui étaient proposés par les auditeurs fidèles de Sage-Femme Authentique. Merci à ceux qui ont répondu et répondu tellement rapidement. Je veux dire, j'ai posté ma story et dans les 5-10 minutes, j'avais déjà plusieurs propositions. Donc vraiment, merci à vous de votre réactivité. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas cette story que vous ne pouvez pas me proposer des sujets. Donc n'hésitez jamais, si jamais il y a un sujet que vous avez envie que je développe, je suis tout oui. Et si vous voulez aussi participer en témoignant sur un sujet particulier, je suis aussi tout à fait disposée à travailler là-dessus. Mais donc aujourd'hui, j'ai choisi de travailler vis-à-vis d'une question, en tout cas d'un questionnement ou je dirais plutôt peut-être d'un état des lieux dont j'ai pu discuter aujourd'hui avec Saadette, une de nos patientes qui est maintenant à terme, qui est venue ce matin à la maison de naissance pour faire un monitoring. Évidemment, pendant ce monitoring, on en a profité pour discuter. C'est toujours un moment en fait où on fait un peu le point sur où est-ce qu'ils en sont, quels sont ses besoins, quelles sont ses craintes. Saadette, c'est un 2e bébé qu'elle attend et elle a prévu de l'accueillir chez elle. Et donc, on discutait un petit peu de sa situation, de où est-ce qu'elle en était, et je suis venue à discuter avec elle de tiens, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais que je développe en lui disant ça c'est mon sujet pour demain, qu'est-ce que tu en dis, est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais que je développe? Et elle me dit justement, j'étais dans la voiture et je pensais à ça. Alors ce à quoi elle a pensé, c'est elle dit voilà, je comprends quand on va à l'hôpital qu'on ait besoin d'un plan de naissance, d'un projet de naissance pour expliquer quels sont nos besoins, quelles sont les choses qu'on refuse, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai déjà fait tout un épisode sur le projet de naissance en vous expliquant la puissance de cet outil, en tout cas la manière que ça permet à l'équipe d'avoir vraiment les informations un petit peu plus sur qui vous êtes parce que mine de rien, ils ne vous connaissent pas, quels sont vos besoins, quels sont vos projets. Et en partant de ce constat-là, elle m'explique la naissance elle me réexplique, parce qu'évidemment on en a déjà parlé, la naissance de son premier, et la manière dont les choses ont été tournées pour qu'au final, elle accepte des choses qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas. Donc, évidemment, dans notre conversation, on en est venu à discuter, on a échangé sur son expérience. J'ai échangé également sur les miennes, parce que j'ai vécu des situations aussi où, clairement, en fait, on a discuté de ces professionnels en fait qui ont tellement l'habitude que les gens aillent dans leur sens, qu'ils écoutent en fait leurs conseils et qu'ils suivent le chemin qu'on leur indique comme étant le bon, que quand on se retrouve face à un professionnel qui a tellement cette habitude-là et qu'on refuse en fait ce mode de fonctionnement, à quel point en fait certains deviennent manipulateurs, voire mentent, parce que moi j'ai vraiment eu cette situation-là, mentent à la patiente pour que justement ça amène à ce que la décision aille dans leur sens. Voir si la femme ne flanche toujours pas, faire un peu pression sur l'accompagnant en instillant de la peur, en instillant des risques, pour que lui ou elle, à son tour, fasse une certaine pression sur cette femme en travail et qu'elle finisse par accepter une situation qu'à la base elle refusait totalement. Alors, c'est pas isolé comme situation. Je veux dire, en fait, moi je l'ai vécu pour la grossesse de Joséphine, donc j'étais même pas encore en travail. Je vous en ai certainement déjà un peu parlé. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que ma fille Joséphine était donc en siège. Bizarrement, en fait, je l'ai toujours senti. Je me suis toujours dit que ce bébé était en siège ou que, en tout cas, je me renseignais sur les sièges dès le début de la grossesse. À 15 semaines, je posais déjà la question à ma gynéco de savoir si le bébé si le bébé était en siège, est-ce qu'elle acceptait une voix basse. Je crois que je l'ai pris un peu de cours à ce moment-là de la grossesse, mais à ce moment-là, elle m'a dit, il n'y a rien eu de particulier pour le premier, donc oui, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un accouchement voix basse pour un siège. Mais dans les faits, quand il s'est vraiment révélé que ma fille était toujours en siège, ça a été toute une autre histoire. Je vais vous raconter ça. Donc,
je suis au 3e trimestre et je vais faire l'échographie du 3e trimestre. Et je me questionne sur pourquoi est-ce que ce bébé se tourne pas quand même. C'est-à-dire que même si j'ai presque ce sentiment à l'intérieur de moi que ce bébé va pas tourner, j'ai besoin d'avoir toutes les informations. Et donc le médecin qui est présent et qui fait l'échographie, je lui demande en fait si mon bébé aurait pas un cordon en fait autour du cou qui expliquerait tout simplement que il ne peut pas tourner et que donc c'est une raison pour laquelle le bébé resterait en siège. Le médecin regarde et me dit non, vous voyez bien, il n'y a pas de cordon autour du cou. Donc je me dis ok, donc ça veut dire que ce bébé tournera quand il sera prêt, c'est ok, voilà. Je suis assez confiante. Donc à la base pour ma deuxième, ce qui était prévu c'était un accouchement à la maison. Notre sage-femme avait quelques petits problèmes familiaux, donc en fait on la voyait un peu moins parce qu'elle accompagnait la fin de vie de son papa, etc. Donc j'avais plus de rendez-vous avec le gynéco que ce qui était prévu à la base. Quand je vois la gynécologue une semaine après, ce qu'elle me dit c'est, elle m'accueille et puis elle me pose tout de suite la question, elle me dit alors bébé est toujours en siège? Alors moi je palpe mon ventre et je lui dis oui bébé est toujours en siège, je sens bien sa tête là sous mes côtes. Et donc elle me dit ah voilà, donc je suis bien embêtée en fait parce que après votre échographie, mon collègue m'a appelé pour m'annoncer en fait que c'était pas une circulaire mais 2 circulaires serrées qu'il y avait. Alors circulaire, ça veut dire que le cordon passe autour du cou du bébé, et serré, ça veut dire que évidemment il y a moins d'espace et le bébé est presque étranglé déjà dans mon ventre. Donc elle me dit c'est pas une mais 2 circulaires, donc 2 tours, et que en plus de ça c'est serré. Donc elle me dit, donc vous comprenez bien que dans cette situation, on ne pourra pas tenter de version et que ce sera d'office une césarienne programmée. Donc une version, ça veut dire aider le bébé à tourner en faisant des manœuvres à partir du ventre, donc de l'extérieur. Et une césarienne programmée, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire on bloque une date et puis on fait la césarienne parce que c'est programmé ce jour-là. Évidemment que je pleure. Et que je demande à ce médecin en disant « Mais attendez, moi je lui ai demandé s'il y avait un cordon autour du cou et il m'a dit que non. » Et donc là, elle commence à me dire « Oui, mais vous voyez, là justement vous pleurez, il sentait bien que c'était un projet qui vous tenait fort à cœur, donc il n'a pas osé vous le dire, etc. » Donc moi je commence à me fâcher en disant « Mais éthiquement parlant, c'est nul. Je veux dire, j'ai posé la question, il m'a répondu et il m'a répondu qu'il n'y avait pas. » Donc voilà, elle joue vraiment sur l'émotionnel en me disant que c'est de ma faute en fait qu'il n'a pas osé me parler, etc. Et en me disant, écoutez, de toute façon, on refera un contrôle à 36 semaines. Je dis, un contrôle de quoi? Si vous me décrivez ce qui est décrit, je vois pas ce que ça va changer à 36 semaines. Mais ça instille un gros doute chez moi. Donc je pars de là, je m'effondre au téléphone en parlant avec mon mari parce qu'il n'était pas avec moi pour l'échographie, en lui expliquant, etc. Mais vraiment en mode, je comprends pas ce qui vient de se passer, enfin, voilà. Au final, je rappelle ma sage-femme qui me dit, écoute, si tu n'es vraiment pas sereine, tu peux toujours refaire une échographie. Donc je profite de ce bon d'échographie, soi-disant pour 36 semaines, pour contacter un autre hôpital avec un service de médecine fœtale, en expliquant ma situation et en disant que j'ai besoin de refaire une échographie. J'ai rendez-vous, je pense, 2-3 jours après. Et sur place, le médecin qui nous accueille suit vraiment le cordon avec son Doppler, avec son échographe, et me dit, il n'y a pas de cordon autour du cou de votre bébé. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle était tellement dans l'envie, dans le besoin, que j'accouche par césarienne comme elle l'avait décidé, qu'elle était prête à me mentir et à faire en sorte que je prenne une décision parce que finalement j'avais pas le choix. Donc ça, si c'est pas la manipulation, c'est quand même très très fort. Saadé, elle me parlait aussi de la naissance de son bébé où en fait elle voulait pas de péridurale, où elle avait rompu sa poche et où personne en fait lui a dit écoutez, si vous n'avez pas de contraction, reposez-vous, etc. Donc en fait elle me dit, moi j'étais très fatiguée, ils ont beaucoup appuyé là-dessus, ils ont beaucoup appuyé sur le fait que ça avançait pas, on disait on va revenir examiner dans 30 minutes, si ça n'a pas évolué, il faudra faire la péridurale, etc. Elle me dit, mais moi quand on me dit dans 30 minutes je reviens vous examiner, si ça n'a pas évolué, il va falloir faire quelque chose. Elle me dit, en fait, j'étais dans le stress, 30 minutes c'est trop court. Je dis évidemment que 30 minutes c'est trop court. Si tu as une contraction toutes les 10 minutes, ça te fait que 3 contractions. Il y a peu de chances que ça ait énormément changé, quoi. Et en plus de ça, on l'a ramené dans son cerveau, dans le cerveau de la peur, dans l'adrénaline, sans parler des
des stimulations que ça vient faire autour d'elle, etc. Donc clairement, je lui dis, ça ne t'a pas aidé. Ça n'a pas aidé qu'on te mette un peu cet ultimatum, etc. Puis elle dit, et même si moi je refusais, on a commencé à instiller de la peur chez mon mari, en rappelant en fait que ça faisait longtemps que j'étais en travail et que c'était peut-être mauvais pour le bébé, que j'allais être fatiguée, etc. Donc en fait, elle dit, ce qui a fini par arriver aussi, c'est que mon compagnon a commencé à lui-même me mettre la pression. Elle dit, donc j'ai fini par accepter quelque chose, parce que, en fait, il n'y avait plus personne avec moi. J'étais seule, en fait. Seule à avoir envie de faire différemment. Et en fait, quand on est isolé à ce moment-là, on n'y arrive pas. Les femmes au travail, elles sont vulnérables. On dit qu'elles entendent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais donc, si tous les gens autour ne croient pas en elles, et en plus ont envie d'instiller de la peur, et vont mettre une pression, en fait, pour que on arrive à aller vers le chemin que eux ont décidé, ça devient très 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 compliqué. Je vous ai un peu déjà parlé de la naissance de Claude également. Je pense qu'un jour, je le dis souvent, mais je ferai vraiment un vrai podcast là-dessus, parce que c'est aussi pas la naissance de Claude, pardon, la naissance de Catherine. C'est vraiment aussi une naissance qui a forgé l'idée pour moi qu'il était nécessaire et absolument indispensable finalement, qu'il y ait des sages-femmes qui soient gardiennes, qui soient authentiques, partout, à l'hôpital comme ailleurs. Et dans l'expérience que j'ai pu vivre à la naissance de Catherine, j'ai jamais eu de sage-femme authentique, j'ai jamais eu de sage-femme gardienne qui s'est portée gardienne pour moi, gardienne de ma sécurité physique, émotionnelle, parce que même si je devais potentiellement avoir vraiment cette césarienne, la manière dont ça s'est passé n'a pas du tout été sécurisant pour moi. Et voilà. Mais donc, dans ce qui s'est passé pour la naissance de Catherine, c'était aussi beaucoup de peur. Vous savez, votre bébé peut mourir. Et on me disait ça, pourquoi ? Parce que je refusais des antibiotiques. C'est pas parce qu'elle était en danger, parce que son cœur flanchait ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment parce que je refusais d'avoir des antibiotiques. Donc, on instillait de la peur chez moi en me disant que je devais le faire, sinon mon bébé allait mourir. J'avais pas de GBS, il n'y avait pas de facteur de risque, clairement. Et pourtant, on instille la peur et on me parlait du décès de mon bébé. Le lendemain, pareil, la pédiatre qui est venue dans ma chambre a aussi instillé la peur en disant maintenant il y aura une prise de sang pour votre bébé, c'est obligatoire, c'est de votre faute, vous avez refusé les antibiotiques, etc., etc. Et elle m'a redit en fait que mon bébé risquait de mourir et elle avait été jusqu'à me dire qu'elle pouvait me prendre mon bébé, qu'elle pouvait faire appel à la justice. Donc que ce soit une sage-femme, que ce soit un gynéco, que ce soit un pédiatre, quand il se place comme ça au-dessus des femmes, au-dessus de ces familles et de leurs choix, on en arrive à vraiment de la violence gynécologique, obstétricale, de la maltraitance, clairement, des bébés, des femmes, dans un système où au final, on broie les femmes, on broie les bébés parce que ça ne se passe pas comme ils ont décidé que ça devait se passer. Et je ne parle pas de situation urgente où une décision doit être prise à l'instant même parce que sinon il y a une problématique. Non, je parle vraiment d'un système où ça prend un peu de temps. On a certaines données, mais pas toutes. Je veux dire, par exemple, cette histoire de prise de sang chez mon bébé, moi je disais juste, je suis d'accord qu'on fasse une prise de sang si elle présente des symptômes, mais pas juste pour vérifier des chiffres, etc. Je leur disais, si elle présente des symptômes, on fera une prise de sang et on entamera un traitement. Et ça, c'était inadmissible pour eux. C'était vraiment très très compliqué. Donc, cette histoire de consentement finalement qui est déguisé, qui est construit clairement, les pousse à pouvoir poser des actes sans vraiment que ça ait de réelle nécessité, ou alors c'est imposer quelque chose qui à la base était refusé. Je me souviens aussi d'une de nos patientes que j'ai accompagnée à l'hôpital, où la gynéco en fait insistait, mettait ses doigts vraiment au niveau du périnée pour soi-disant faire de la place pour le bébé, et puis qui a dit à la patiente, bon, à la prochaine contraction, je vais aider un peu plus le bébé. La patiente, elle a dit oui, parce qu'elle pensait que du coup, la gynéco, elle allait plus loin avec ses doigts pour faire plus d'espace pour le bébé, alors que dans la réalité, elle a pratiqué une épisiotomie. Elle n'a jamais dit, je vais couper ou je vais faire une épisiotomie. Elle lui a dit qu'elle allait l'aider un peu plus.
c'est pareil pour... Dans les faits, souvent, les soignants minimisent les actes qui sont posés en les présentant comme des actes vraiment minimes, des petites choses, la petite électrode, on va juste rompre la poche, rompre le dernier petit feuillet, etc., etc. Donc à chaque fois, ce sont des choses pour minimiser un acte qui a une conséquence, mais qu'on veut faire passer comme vraiment c'est rien du tout, alors que ça peut être responsable d'une cascade d'interventions par la suite qui peut amener parfois à des catastrophes. Donc ça, c'est vraiment très très fort. En plus de ça, Saadé, elle me parlait justement de cette pression qui avait été faite aussi du coup par son compagnon due à la peur qu'on avait instillée chez lui, et elle me dit elle m'a raconté à quel point ça avait eu un impact important dans leur couple en fait, parce que c'était comme une confiance qui avait été brisée. Ces pratiques, elles fragilisent l'expérience de l'accouchement, elles fragilisent les couples, elles fragilisent les femmes. Quand les femmes, elles disent « mais en fait, moi, je le voulais pas, et en fait, j'ai été faible, j'ai accepté », mais moi, souvent, je leur dis « mais t'as fait avec les cartes de l'instant, et puis avec ce qu'on te donnait, et sous une certaine pression, une notion de risque, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, même si c'était pas quelque chose de tangible, c'est clairement là. Et donc, j'ai envie de vous parler d'un outil qui est beaucoup plus utilisé dans les pays anglophones, quelque chose qui va vous aider, en fait, un outil qui va vous aider à mieux peut-être naviguer les décisions médicales qu'on va vous apporter, peut-être avec un peu plus de calme, un peu plus de clarté, peut-être aider votre compagnon à jouer un rôle protecteur, informé. Donc c'est aussi pour ça que nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est que les compagnons et les compagnes soient vraiment présentes pendant les séances de préparation à la naissance, parce que c'est aussi important qu'ils soient au clair sur le processus et sur comment est-ce que ça va se passer que les femmes. Parce que du coup, mieux ils comprennent le principe, plus ils se portent comme gardiens, et plus ils sont, on va dire, à l'écoute des perturbateurs du processus de la naissance, et ils se portent plus comme gardiens de la sécurité physique et émotionnelle de leur femme. Du coup, ils ont l'opportunité de faire le plan de naissance, le projet de naissance ensemble, de pouvoir poser des mots et de dire « ça, je refuse parce que, ça, j'aimerais que ce soit évité parce que… Et c'est aussi pour ça, je vous en avais aussi parlé dans certains épisodes, qu'on parle aussi du fait d'utiliser un peu un mot secret, un code en fait, qui pourrait dire vraiment « là je suis au bout, là j'ai besoin que tu m'écoutes, là on change nos plans, c'est ok en fait ». Parce que sans ça, des fois les femmes elles vont dire « oh j'en ai marre, je veux la péri », voilà, on pourrait sauter sur cette opportunité, mais en fait elle a le droit aussi d'exprimer que dans l'absolu elle aurait aimé avoir sa péri, mais qu'en fait elle est forte et qu'elle va y arriver, alors qu'elle peut être dans de réelles souffrances et vouloir absolument sa péri, et en utilisant son mot de code, genre cornichon, pamplemousse ou je ne sais quoi, ça va l'aider à pouvoir clairement le dire, et celui qui est garant de ce mot de passe secret, c'est l'accompagnant. Alors, l'outil dont je veux vous parler, c'est un outil, en fait c'est un acronyme qui permet en fait de vraiment décrypter les besoins et surtout toutes les informations qu'on essaye de vous donner. Cet acronyme, c'est BRAIN. B-R-A-I-N. Souvenez-vous-en, c'est vraiment un outil ultra intéressant. Je suis assez... un peu étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça dans la francophonie, mais c'est tellement intéressant et tellement important. Je rappelle juste que cet outil BRAIN, le mieux, ça serait que ce soit l'accompagnant qui l'utilise et non pas la femme en travail, surtout si on est dans une situation de travail. Évidemment, si elle n'est pas en travail, elle est totalement capable d'utiliser le BRAIN, notamment dans ces histoires de déclenchement, etc. La femme, là, elle est capable de pouvoir utiliser ces outils-là. Quand elle est en travail, le mieux, c'est que ce soit l'accompagnant qui utilise ça. Alors, BRAIN, le B, c'est pour bénéfice. Donc, quels sont les avantages de faire l'acte qui est demandé, par exemple de déclencher ou de mettre une péridurale ou de rompre la poche, etc. Ensuite, R pour risque. Quels sont les dangers?
expliquer vraiment qu'est-ce qui pourrait arriver, mais il y a quand même une différence entre le risque absolu et le risque relatif. Par exemple, dans les accouchements après 41 semaines ou après 42, qu'est-ce qui se passe si on laisse faire, etc. Quel est le risque? Ça, c'est important, mais c'est important de faire la différence entre le risque absolu et le risque relatif. Le problème, c'est que dans notre situation, ça peut être vraiment le point sur lequel, finalement, on accentue beaucoup plus l'information et qui amène du coup à prendre des décisions non pas éclairées, mais uniquement sur le prisme de la peur. Alors le A, c'est pour alternative. Quelles sont les autres options possibles? C'est vrai par exemple que chez nous, il y a parfois certains hôpitaux où, si on dit par exemple qu'on ne veut pas la péridurale, on a encore la possibilité parfois d'utiliser le gaz, mais c'est pas dans beaucoup d'hôpitaux finalement qu'on peut l'utiliser chez nous, alors que dans les pays anglophones, ils ont vraiment le gaz parfois même à domicile, alors que chez nous c'est impensable d'avoir ça en dehors de l'hôpital. Mais voilà, dans les autres alternatives qu'il y a, par exemple, il y a des TENS, donc c'est des électrodes qu'on vient placer sur le bas du dos, qui peuvent aussi aider à gérer les contractions. Il y a une autre chose qui est fort utilisée dans les pays anglophones et qu'on n'utilise pas du tout chez nous, c'est l'injection d'eau stérile en sous-cutanée. En fait, ça crée une sorte de brûlure, une douleur, mais qui va du coup dévier la douleur de l'enfantement. Donc c'est des alternatives qui existent. Donc je vous parle là évidemment pour la péridurale. Il y a pour d'autres situations, ce sera d'autres alternatives évidemment. Mais c'est pour vous dire justement qu'en fait, il y a des options qui sont possibles et puis finalement, on n'en parle pas beaucoup chez nous, mais ça existe. Ensuite, le I, c'est pour intuition. Ce que votre instinct vous dit, qu'est-ce qui vous parle le plus? Je vous parle souvent de vibration, de qu'est-ce qui vient vibrer positivement à l'intérieur de vous, ou qu'est-ce qui, à l'inverse, vous pèse très fort, parce qu'au niveau intuitif, je trouve que quand, par exemple, quelqu'un vous parle de la manière de gérer les choses pour votre bébé, pour la naissance, etc., et que ça vient comme créer une énorme boule d'angoisse, là, il faut se dire qu'au niveau de l'intuition, c'est aussi très intéressant. Il y a évidemment ce qui vibre, mais il y a aussi ce qui pèse. Ensuite, le N, ça c'est pour nothing. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien? Donc c'est vraiment, je trouve, un outil ultra intéressant pour justement, étape par étape, pouvoir prendre une décision, j'ai envie de dire vraiment éclairée, parce que là vous avez toutes les informations, les bénéfices, les risques, les alternatives, l'intuition et qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien. Voilà, alors j'ai envie de vous créer un outil pour pouvoir l'utiliser aussi, donc pour pouvoir poser des choix éclairés. Donc évidemment on ne peut pas l'utiliser comme ça dans une situation aiguë en salle de naissance, quoique vous pourriez très bien avoir ce document avec vous pour pouvoir vous poser et pour pouvoir, en tout cas pour que votre accompagnant, votre accompagnante puisse vraiment regarder les choses clairement et prendre une décision éclairée. Donc si vous avez aimé cette conversation, sachez que vous pouvez aller télécharger le guide Brain que je vous ai fabriqué, en fait, que vous allez trouver directement dans la description de cet épisode pour préparer au mieux votre compagnon, votre compagne. Et j'ai envie de dire justement aussi dans les choses que ça vient allumer et que ça vient éclairer parfois, en discutant avec Saadet, c'était de dire quelle est finalement la meilleure personne qui puisse être présente pour vous au moment de la naissance de votre bébé. On a l'habitude de penser que ça doit être le papa ou la compagne, la femme qui sera présente avec sa femme, etc. Mais est-ce que c'est vraiment toujours la meilleure personne? Posez-vous la question de savoir, est-ce que cette personne n'est pas trop stressée, n'est pas trop finalement contre mon projet de base parce que ne se sent pas en sécurité, peut-être pour l'accouchement à l'hôpital, en dehors de l'hôpital, à la maison de naissance ou à domicile, ou peut-être aussi parce que ne comprend pas trop en fait la démarche, n'a pas suivi vraiment les préparations, etc. Est-ce que vous feriez pas mieux d'avoir peut-être une mère, une cousine, une sœur, une doula, une amie qui sera présente pour vous et qui pourra vraiment se porter garante. J'ai une femme qui m'avait dit, moi, la personne qu'il me faut, c'est mon père. Alors ça peut paraître bizarre, parce que la plupart du temps, on pense à des femmes, mais cette femme me disait, moi, je voulais que ce soit mon père. C'est ok aussi. Donc d'avoir la bonne personne pour vous accompagner et pour être gardien de la naissance à ce moment-là.
Voilà. Donc merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à partager les communications que je vous fais sur les réseaux sociaux en lien avec ces épisodes parce que je pense que l'outil Brain est vraiment peu connu et que c'est un meilleur moyen de le faire voyager et de le faire connaître en francophonie. C'est aussi d'utiliser du coup les visuels que je vous propose. Vous êtes toujours les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique. Donc merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, portez-vous bien.